Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc prend part à la 58e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se poursuit jusqu'au 4 avril. Le Royaume qui a réaffirmé sa détermination à promouvoir les droits de l'homme au niveau international, national et à poursuivre son implication effective et immuable dans les initiatives internationales pertinentes selon une vision globale et équilibrée visant à promouvoir le développement durable et à renforcer la paix et la stabilité à travers le monde. La 58e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, quels enjeux? On en parle dans cet invité de la rédaction avec Karima Ghanem, vous êtes présidente du Centre international pour la diplomatie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors on va commencer par cet appel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle à agir ensemble pour faire progresser les droits humains qui sont l'oxygène de l'humanité. Un appel qui survient donc dans un contexte international où il y a un certain nombre de conflits dans un certain nombre de régions dans le monde. Quand on parle, ce conseil, cette 58e session qui se poursuit justement jusqu'au 4 avril, comme je le disais tout à l'heure, quels sont ces enjeux ? Effectivement, le secrétaire général des Nations Unies, lors de la séance d'ouverture de cette session, a qualifié les droits humains comme une source de lumière dans la profonde obscurité. Mais effectivement, le secrétaire général, il a présenté deux pactes, le pacte pour l'avenir et le pacte numérique mondial. Pour le pacte de l'avenir qui contient au moins une cinquantaine de mesures d'action qui a été adoptée septembre dernier, ce pacte d'avenir vise à repenser le multilatéralisme dans le cadre de la coopération internationale. Et vous avez suivi aujourd'hui le débat sur la scène mondiale de l'aide au développement. Donc, on a suivi la réduction des budgets américains sur le plan des agences onusiennes et aussi sur la scène internationale. Cela a suscité un débat aussi sur le financement de l'aide au développement d'une manière générale sur tous les plans. Je citerai que dans le cadre de ce pacte pour l'avenir que le secrétaire général a présenté, il a insisté sur le rôle crucial que peut jouer le secteur privé dans la coopération internationale. Donc, je présume que dans l'avenir, il va y avoir un renforcement des partenariats publics-privés. Deuxièmement, il y a des enjeux cruciaux, notamment le changement climatique qui a résulté aujourd'hui à des milliers de déplacés dans le monde. Donc, c'est une réalité qui a impacté la jouissance des droits par rapport aux migrants et déplacés. À laquelle on doit faire face oui, ensemble. Effectivement. Ainsi aussi la paix et sécurité. Pour la paix et sécurité, donc sur l'agenda politique, il y a la guerre sur Gaza, il y a le conflit russo-ukrainien, il y a la crise au Soudan, la RDC et la liste est longue. Donc je pense déjà aujourd'hui, on a au moins 59 conflits armés dans le monde, dans environ 16 conflits juste au niveau du continent africain. Donc aujourd'hui, on a aussi le défi des technologies qui sont incontrôlables, notamment l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que le secrétaire général a présenté le pacte mondial numérique en relation avec l'impact sur les droits de l'homme. Donc je pense aujourd'hui, avec ces enjeux dans un monde caractérisé par des mutations, par des changements sécuritaires, par des économies faibles, par un système financier qui est pratiquement en faillite, et aussi la persistance du patriarcat qui renforce encore davantage l'écart de l'égalité homme-femme. Donc je pense que ces enjeux sont dans l'agenda politique du Conseil.
Des enjeux multiples et multidimensionnels. Le Maroc, dans tout ça, comment se place-t-il aujourd'hui? Le Maroc qui est un acteur engagé en faveur de la promotion des droits de l'homme, justement. Le Maroc qui a été élu en la personne de Nadia Amal Bernossi à la présidence du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça implique? Premièrement, on ne peut que se réjouir et se féliciter de cette nomination. Ça fait honneur au Maroc et aussi la femme marocaine. Cela témoigne de l'engagement du Maroc et sa crédibilité sur la scène internationale, principalement dans l'environnement des droits de l'homme. Aussi, ça renforce davantage les candidatures marocaines, vu le nombre croissant des experts et expertes élus dans les différentes commissions des droits de l'homme et les différentes commissions d'experts au niveau des agences onusiennes d'une manière générale. Aussi, cela témoigne de la contribution du Maroc, non seulement en tant qu'un acteur qui coopère avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme, mais aussi en tant qu'initiateur, parce que le Maroc a initié plusieurs initiatives, a contribué à des résolutions. Je citerai lors de la présidence du Maroc du Conseil des droits de l'homme à Genève, il a proposé le plan de réforme du Conseil lui-même, et presque c'est le même principe que le Maroc a opté aussi pour l'Union africaine. Donc le Maroc, il est dans la pensée de réforme, de présenter des mécanismes de travail pour renforcer effectivement la pertinence et l'efficacité de ces mécanismes, à ce que ces mécanismes puissent avoir un impact au niveau de mise en œuvre de ces engagements par les pays membres et aussi la jouissance des droits par les personnes concernées. Aussi, je pense, à travers l'engagement du Maroc, tant qu'au niveau national qu'international, les grandes réformes de chantier que le Maroc a lancées aujourd'hui pour la promotion et la protection des droits de l'homme et le renforcement de la pratique conventionnelle. Je citerai en dernier lieu que cette crédibilité du Maroc, elle est renforcée et traduite par la réception, ou que on peut dire que le Maroc aujourd'hui a abrité pour la première fois la retraite internationale des mécanismes onusiens des droits de l'homme. Donc cela témoigne que le Maroc est un partenaire stratégique, est un allié pour la promotion et la défense des droits de l'homme au niveau international. Un partenaire stratégique, fiable, un acteur en qui on peut avoir confiance et qui est engagé. Justement, cette nomination, c'est un nouveau témoignage, on va dire, de la crédibilité dont jouit le Maroc sur la scène internationale. Le Maroc qui continue à réaffirmer son engagement, sa détermination à promouvoir justement le respect des droits de l'homme, que ce soit au niveau national ou international, comme vous l'avez dit. Et puis, à l'occasion donc, de cette 58e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, il y a le ministre de la Justice marocain qui a mis en avant justement les réformes qui ont été entreprises. Tout à l'heure, vous avez parlé de plusieurs mécanismes qui ont été proposés, plusieurs initiatives marocaines proposées justement en faveur de ce respect de ces droits de l'homme. Parlez-nous des réalisations du Maroc qui étaient à la présidence du CDH justement. En fait, mis à part les réformes aujourd'hui au niveau national qui sont très importantes, c'est un chantier de réforme, le code de la famille, le code pénal, l'éventuelle réforme de la loi 103-13, le chantier de la protection sociale. Le Maroc a présenté plusieurs initiatives au niveau du Conseil. Avant de présenter les initiatives, je voudrais citer que le Maroc vient de présenter son rapport sur la revue de la déclaration Pékin plus 30, principalement sur les droits des femmes. Le Maroc a présenté aussi son rapport par rapport à la mise en œuvre de la Convention internationale de la protection de toute personne contre la disparition forcée. Et je voudrais noter ici que le Maroc, avec l'Argentine, la France et le Samoa, ils ont lancé la ratification de cette convention. Et le Maroc s'est engagé
à inscrire la disparition forcée au niveau du code pénal. Aujourd'hui, il y a le chantier de réforme, donc c'est un engagement du Maroc à inscrire la disparition forcée comme un crime au niveau du code pénal, code procédure pénale. Cela aussi se rajoute à l'initiative du Maroc et son rôle dans la ratification de la Convention mondiale contre la torture. Aussi, à travers l'initiative du Maroc actuel avec le Paraguay et le Portugal, ils ont lancé un réseau international des mécanismes nationaux des droits de l'homme afin de suivre la mise en œuvre de ces mécanismes et l'effectivité des droits. Donc, je pense déjà que ce genre d'initiatives, des initiatives qui sont importantes. Je voudrais aussi noter qu'à travers la protection sociale, qui est considérée au niveau mondial comme une innovation sociale, cela a contribué aussi à désigner le Maroc à la tête de la Commission des liens sociaux au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on voit qu'il y a une présence effective avec la force de proposition, avec la capacité d'initiative, avec l'expertise dans différentes plateformes onusiennes que le Maroc aujourd'hui est en train d'instaurer. Et sur tous les fronts, dans plusieurs secteurs, vous l'avez bien expliqué. Pour conclure, en moins d'une minute, on va se concentrer sur les initiatives en faveur des droits des femmes qui sont inclus aussi dans le nouveau modèle de développement, le programme national intégré pour l'autonomisation économique des femmes, donc la nouvelle Moudawana, vous en avez parlé tout à l'heure, donc plusieurs initiatives également en faveur des droits des femmes, tout simplement. Il y a principalement énormément de chantiers de réforme, à la fois pour le renforcement des droits et la protection des droits des femmes, mais aussi l'autonomisation économique qui est importante et elle est indispensable pour l'inclusion et l'égalité. Exactement, pour la participation active, parce qu'aujourd'hui, selon les statistiques, on a un taux faible de taux d'activité des femmes dans l'économie. Donc, ces réformes vont servir pour renforcer la participation économique des femmes. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération les défis actuels, notamment, comme j'ai précisé, les changements climatiques, parce que cela a impacté aussi l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin. Deuxièmement, le dernier défi qui est très important à mon avis, c'est l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il faut revoir les méthodes d'employabilité des femmes et la croissance économique, parce que dans les 3-5 années, il y aura au moins 300 000 métiers qui vont être déplacés à cause de l'automatisation et l'intelligence artificielle. Donc, il faut revoir les approches de renforcement de l'écosystème et les programmes destinés à l'autonomisation économique des femmes. Et puis, il faut rappeler les objectifs du nouveau modèle de développement. On parle d'augmenter le taux d'emploi des femmes de 45% d'ici 2030, dans les 5 années qui viennent. Donc, c'est sur ces mots qu'on va conclure avec vous, Madame Karima Ghanem. Je rappelle que vous êtes présidente du Centre international pour la diplomatie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, le plaisir à partager. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.